revoilà encore sur notre chaîne YouTube École Virtuelle 360 pour entamer notre deuxième chapitre du programme de la classe de terminale en ce qui concerne la décolonisation et l'émergence du tiers-monde. La leçon 4 s'articule autour des causes générales de la décolonisation. Par la décolonisation, on entend le processus de libération et d'émancipation par lequel un peuple sous domination coloniale cherche à se libérer pour accéder à la liberté ou bien cherche à se libérer pour accéder à la souveraineté internationale. Donc la décolonisation n'est rien d'autre qu'un processus de libération ou d'émancipation par lequel un pays sous domination coloniale cherche à se libérer pour accéder à la souveraineté internationale. Donc après la Seconde Guerre mondiale, elle est favorisée par des facteurs qui sont internes et des facteurs qui sont externes. Je démarre par les facteurs internes. Par facteur interne de la décolonisation, il faut comprendre l'ensemble des éléments ayant rendu possible la décolonisation au sein des empires coloniaux et colonisés. Donc, parmi les facteurs internes, on peut mettre en considération les contradictions coloniales ou bien le joug colonial utilisé par certains collègues ou la domination coloniale. Donc la colonisation est victime de ses propres contradictions. Comment peut-on expliquer ce phénomène? On peut dire que la colonisation a engendré les germes de sa propre destruction. Donc, en effet, dans sa mission civilisatrice, donc la colonisation a une mission civilisatrice. L'Europe a inculpé les idéologies de liberté, d'égalité, de fraternité et de justice aux peuples colonisés sans toutefois les appliquer, car ces peuples avaient subi des répressions, des emprisonnements, des répressions, des humiliations et des agressions à travers des emprisonnements arbitraires, des discriminations raciales, le travail forcé, c'est-à-dire les impôts lourds, et pour aller plus loin, une économie qui est extraverte. Donc, la mise en place de l'administration coloniale, l'effort de guerre, la création de certaines institutions, la formation de certains cadres africains et du code de l'indigénat ont encouragé la pratique, comme on le dit, ségrégationniste et c'est-à-dire avilissante, ont alimenté une grande prise de conscience au sein des colonisés et l'explosion du sentiment national. Là-bas, on peut mettre l'affirmation du nationalisme ou le rôle des nationalistes. Maintenant, un nationaliste peut être un bourgeois. Un nationaliste peut être un intellectuel, un nationaliste peut être un négociant, mais un nationaliste peut être un bourgeois qui habite les peuples colonisés, mais qui a fait ses études à l'étranger et dès son retour, il lutte pour l'indépendance de son territoire. Donc, on peut constater qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont développés sous l'impulsion de nouvelles élites indigènes. Donc, elles sont souvent formées dans les écoles de l'Occident, mais on les a privés de leurs responsabilités politiques et administratives. Je peux donner l'exemple de Mohandas Karamchand alias Gandhi, surnommé le Mahatma, qui avait créé le Parti du Congrès national indien, surnommé par les Indiens le Bapu, a fait ses études au Royaume-Uni avec son dauphin, maintenant le Jawaharlal Nehru. Farah Abbas et Bourguiba, Farah Abbas, on fait allusion, l'auteur du manifeste du peuple algérien, et Bourguiba, le leader tunisien, ont fait leur étude à la France, de même que Léopold Sédar Senghor, qui est le premier noir agrégé en grammaire. Ils ont tous été formés dans les écoles occidentaux, mais on les a privés de leurs responsabilités politiques et administratives. Mais après la guerre, ce sont ces élites qui réclament le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce sont ces élites qui vont créer des mouvements anticoloniaux. Ce sont ces élites qui vont mettre en place des partis politiques. Ce sont ces élites qui vont se manifester, qui vont boycotter, qui vont saboter maintenant la pratique des Occidentaux, rien que pour obtenir leur liberté. À cela s'ajoute la conférence de Bandung,
du 18 au 24 avril 1955, dont l'objectif principal c'est de dénoncer la guerre froide et la colonisation. N'oublions pas que lors de la conférence de Bandung, maintenant il y avait 29 pays d'Afrique et d'Asie déjà indépendants se regrouper à Java, plus particulièrement en Indonésie, sous la direction de Sukarno. Mais lors de cette conférence, il y avait le Jawaharlal Nehru qui représentait l'Inde, il y avait ce qu'on appelle Kafelawala qui récupérait le Singalais, mais on peut donner aussi l'exemple de Gamal Abdel Nasser qui avait représenté l'Égypte, de Zhou Enlai la Chine, mais aussi de Kwame Nkrumah, le Gold Coast qui est l'actuel Ghana. Maintenant, tous ces élites dénoncent la guerre froide et la décolonie et la colonisation. Mais on peut donner la conférence de Belgrade, c'est du 1er au 6 septembre 1961 avec le mouvement des non-alignés. Donc n'oublions pas qu'après avoir évoqué les causes internes de la décolonisation, il y a les causes externes. Parmi les causes externes de la décolonisation, on peut avoir maintenant le rôle des deux guerres. Lorsqu'on dit le rôle des deux guerres, on peut donner l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale. Comment était l'Europe? L'Europe était complètement ruinée et dévastée. L'Europe a perdu sa prestige, mais l'affaiblissement européen a permis aux peuples colonisés de réclamer leur liberté. Car en ce moment, il y avait la prise de conscience de ces peuples et le mythe et l'invincibilité de l'homme blanc est complètement démystifié. Et dans cette même optique, on a le rôle des deux superpuissances. Après la Seconde Guerre mondiale, n'oublions pas que les États-Unis et l'URSS deviennent des superpuissances. Ces deux superpuissances sont hostiles à la colonisation car pour mener des relations commerciales avec des États nouvellement indépendantes, mais agrandir leur zone d'influence dans le cadre de la guerre froide. Et pour des raisons personnelles, l'URSS croit que la colonisation est un système impérialiste dominé par les États-Unis. Quant aux États-Unis, ils se souviennent qu'ils avaient déjà été colonisés par l'Angleterre. C'est pourquoi les États-Unis sont hostiles à la colonisation, de même que pour l'URSS. On a aussi le rôle des religieux et de l'ONU. On peut donner, c'est-à-dire Mugabe qui dirigeait le Zimbabwe, on peut donner Léopold Sédar Senghor, on peut donner Kwame Nkrumah, ils ont tous été formés dans des écoles chrétiennes. Donc l'islam et le christianisme sont toujours opposés au phénomène de la colonisation. Parce que dans toutes les religions révélées, il y avait la légalité. Mais on peut donner le rôle de l'ONU. Vous tous, vous savez pertinemment que l'ONU a été créée à la fin de la conférence de San Francisco, le 26 juin 1945. Mais l'ONU a commencé ses activités ou bien le 24 octobre 1945. Et la charte numéro 1 de l'ONU, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire l'égalité entre les peuples, au moment où la colonisation, c'est la domination d'un État fort sur un ou plusieurs États qui sont faibles. C'est pourquoi, en 1945, l'ONU devient la tribune internationale de lutte contre la colonisation et maintenant commence à intégrer les pays nouvellement indépendants dans son assemblée. Voilà tout ce qu'il fallait dire sur les causes de la décolonisation. La prochaine fois, on va entamer la leçon.